Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce lundi 25 juillet. Newton Ahmed Bari est le nouveau président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il a été élu cet après-midi par les 15 commissaires de la commission. Le vote des Burkinabés de l'étranger est l'une des priorités du nouveau président de la CENI. Le rapport complet et détaillé des différentes élections organisées par la CENI est entre les mains du président du Faso. Le rapport public a été remis au chef de l'État ce matin par le président sortant, Maître Barthélémy Kéré et son équipe. Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour quelques jours, des ministres ivoiriens et burkinabés y sont réunis pour les travaux du 5e traité d'amitié et de coopération, la réalisation des grands projets économiques et le renforcement de l'intégration entre les deux pays sont au programme. Et puis la pluie du 20 juillet a occasionné des inondations à Ouagadougou et dans d'autres localités du Burkina. La ministre de la Femme, de l'Action sociale est notre invitée avec Laure Zongo Yen. Il sera question des mesures prises par le gouvernement pour faire face à ces catastrophes naturelles et pour soutenir les sinistrés. La Commission électorale nationale indépendante CENI sera dirigée par le journaliste Newton Ahmed Bari pendant les 5 prochaines années. Il a été porté à la tête de l'institution cet après-midi à l'issue des votes organisés au sein de la CENI. Des précisions avec Amadou Ilboudo et Bouma Ernest Nébier. Le successeur de Maître Barthélémy Kéré à la tête de la Commission électorale indépendante CENI est connu, Newton Ahmed Bari. Il a été élu ce soir à l'unanimité par les 15 commissaires de la CENI. Il aura la lourde tâche de coordonner les différentes opérations de vote durant les 5 prochaines années. Quand on prend une responsabilité comme celle-là, c'est d'abord la question du défi de devoir. Il faut se mettre rapidement au travail parce qu'évidemment, il n'y a pas le temps de savourer quoi que ce soit. Il faut travailler. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler dans les jours à venir lorsque toutes les formalités normales auront été accomplies. On arrive à un niveau où la citoyenneté est très forte, où les exigences des citoyens sont extrêmement fortes par rapport à la question de la transparence, de l'équité. Et donc, nous allons veiller à ce que, évidemment, les scrutins puissent être les moins contestés possibles, travailler évidemment dans l'équité. Deuxième élément, c'est l'enjeu immédiat, évidemment, c'est le vote des Burkinabés. Je pense que ça fait un élément de consensus national sur lequel on est obligé de travailler. Et je pense que ça va être l'un des premiers dossiers sur lesquels nous allons plancher. Newton Ahmed Bari est journaliste et rédacteur en chef du bimensuel L'événement. Tous les membres de l'équipe dirigeante de la CENI ont été élus ce soir. C'est un bureau composé d'un président, de 2 vice-présidents et de 2 rapporteurs. Et l'équipe sortante de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a remis ce matin son rapport public au président du Faso. Ce rapport est un bilan narratif de l'ensemble des opérations électorales organisées par la CENI. Il fait également une critique profonde des actions menées avec les parties prenantes au processus électoral. Des précisions avec Jean Zongo et Nyarkiteda. Ce sont 3 documents au total qui ont été remis au président du Faso par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître Barthélémy Kéré. Le premier fait un bilan narratif de l'ensemble des opérations électorales depuis le dernier rapport de 2013. Nous avons fait le point de l'ensemble des activités que nous avons eu à réaliser depuis donc, la fin des élections couplées législatives et municipales jusqu'à l'insurrection populaire, et des opérations qui consistaient principalement à préparer l'élection présidentielle de 2015. Ensuite, la deuxième partie du rapport concernait l'ensemble du cycle électoral qui comprenait l'ensemble des élections qui ont été organisées en 2015 et en 2016. Le premier document fait également l'état des lieux des actions menées avec l'ensemble des parties prenantes du processus électoral en vue d'avoir une analyse critique de la situation, mais aussi capitaliser les acquis. C'est ce qui constitue d'ailleurs le deuxième document remis au chef de l'État. Nous avons tenu à le remettre au chef de l'État parce qu'il comprend un ensemble de recommandations sur la plupart des aspects
qui concerne le processus électoral dans notre pays. Et c'est un document de référence. Pour tout matérialiser, le troisième document entre les mains également du chef de l'État est un film documentaire d'environ 40 minutes qui reprend en images tout le processus électoral, toutes les activités menées et qui mettent aujourd'hui l'ensemble des acteurs d'accord sur la conduite des opérations sous leur mandat. On reste à Kosiam où le président du Faso a reçu aujourd'hui en fin de matinée l'ambassadeur de la Turquie au Burkina Faso. Le diplomate turc est allé remercier le chef de l'État pour son soutien à son pays pendant le coup d'État manqué. Il a rassuré Roch-Marc Christian Kaboré que la situation est sous contrôle à Ankara. Jean Zongo, Nyarkiteda. Le coup d'État manqué du 15 juillet dernier en Turquie était au menu des échanges entre le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et l'ambassadeur de la Turquie au Burkina Faso. Il s'est agi pour le diplomate turc d'aller transmettre la reconnaissance de son pays au chef de l'État burkinabé qui a condamné ce coup dès les premières heures et lui faire l'état des lieux. J'ai eu l'occasion de lui décrire un peu dans les détails ce qui s'est passé, donner des explications là où il fallait. Il y a eu des gardes à vue, des arrestations, des mesures qui ont été prises par le gouvernement turc qui a décrété un état d'urgence de 3 mois. Et donc, la raison pour cet état d'urgence est très évidente. On peut pas avoir plus d'urgence que ça. Chacun comprendrait. On a tué 250 civils. On a bombardé le Parlement. Notre président a échappé belle avec 15 minutes. Ils ont bombardé son hôtel qu'il avait quitté 15 minutes auparavant. Ce fut également une occasion pour l'ambassadeur de Turquie de rassurer le président burkinabé que la situation est désormais sous contrôle. Les putschistes sont mis hors d'état de nuire avec plusieurs milliers d'arrestations. Ils seront jugés, ajoute-t-il, et condamnés conformément aux lois et règlements de son pays. Les 5e assises du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé ont débuté aujourd'hui à Yamoussoukro. Les experts des deux pays vont au cours des travaux discuter de la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre de ce traité. Le point avec nos envoyés spéciaux Gérard Sommet et Jérémy Sié Koulibaly. Après le rendez-vous manqué de 2014, c'est sur fond de regret que débute ce lundi à Yamoussoukro les 5e assises du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Le fait de n'avoir pas pu tenir le TAC l'année dernière a été, j'allais dire, une grande tristesse pour nous, parce que ça aurait pu nous permettre de faire avancer les dossiers, les recommandations et décisions du TAC 3. Le TAC 3, ce sont justement 19 accords signés en 2013 à Yamoussoukro et qui s'additionnent aux 28 accords du TAC 4 tenus à Ouagadougou en juillet 2014. Des accords dont la mise en œuvre ne se font pas sans problème. Il y a quelques difficultés, mais compte tenu de la volonté déterminée des deux chefs d'État, nous trouverons entre experts des solutions à leur proposer. Et puis ce qui nous dépasse leur sera soumis pour qu'ils prennent les décisions politiques qui ne nous appartiennent pas. Presque tous les domaines de coopération sont concernés et l'évaluation des accords signés à l'occasion des TAC précédents tient une bonne place dans la tenue de ce 5e rendez-vous sur le chemin de la construction de l'intégration. C'est ici, à l'hôtel des parlementaires, que se déroule la rencontre des experts. Une dizaine de projets d'accords seront également discutés dans la capitale politique ivoirienne. La tenue de ce TAC est un signe des temps que le dégel se renforce entre Ouagadougou et Yamoussoukro. La rencontre est également présentée comme un juste retour à l'esprit qui a guidé à la signature du traité d'amitié et de coopération le 29 juillet 2008. Un esprit qui voudrait faire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire l'axe central de la construction communautaire de l'intégration en Afrique de l'Ouest. Retour au Burkina Faso où la deuxième loi de finances rectificative pour l'exécution du budget gestion
en 2016 a été voté à l'Assemblée nationale par 74 voix pour 0 contre et 54 abstentions. Cette nouvelle loi rectificative va permettre de prendre en charge les incidences de la loi 081 et d'éponger la dette intérieure. Roger Kam, Ismaël Diloma, Sirima. À moins de 100 jours, l'Assemblée nationale vote une seconde loi de finances rectificative pour l'exécution du budget de 2016. Pour l'adoption de cette loi rectificative, les groupes parlementaires Paix et Réconciliation nationale, UPC et CDP, se sont abstenus. Selon cette loi, pour mobiliser des recettes, les produits alcoolisés connaîtront une augmentation de leurs taxes à partir du 1er septembre 2016. De même, des retenues de 10% seront faites sur les gains réalisés par les parieurs des jeux du hasard. Nous avons aussi pu mobiliser des ressources extraordinaires, donc des ressources non propres. Donc cela nous a permis aussi d'équilibrer le budget. Au niveau des dépenses aussi, nous avons pris en compte un des éléments importants, la loi 081. Avec cette loi de finances rectificative 2, nous allons appuyer cela. La loi de finances rectificative 2 envisage de mobiliser aussi 10 milliards de nos francs pour éponger le maximum de la dette intérieure. Cette deuxième loi rectificative s'établit en équilibre des dépenses et des recettes. La seconde loi qui était importante au cours de cette session, c'est la loi portant allègement des procédures pour la commande publique dans notre pays. Cette séance d'adoption de loi marque du même coup la clôture de la première session extraordinaire de la 7e législature. Et puis, comme annoncé en titre, nous recevons au cours de ce journal Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille pour parler des inondations qui ont touché la capitale burkinabé et bien d'autres régions du pays. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Alors, nous savons que le maire de Ouagadougou a déjà fait un bilan en ce qui concerne la ville de Ouagadougou. On a 4 morts et plus de 2000 ménages qui ont été touchés par ces inondations. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez un bilan sur l'ensemble du territoire national? Merci. Je saisis cette occasion pour remercier la direction générale de la RTB et toute l'équipe pour l'occasion qui m'est donnée ce soir d'être avec vous. Et je voudrais, avant tout propos, traduire toute ma tristesse et présenter toutes mes condoléances aux familles éplorées, souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui sont blessés et aussi toute ma compassion à toutes les personnes qui ont perdu des biens au cours de ces dernières inondations. D'accord. Alors, est-ce que, au-delà de ce que le maire a dit qui concerne la ville de Ouagadougou, sur l'ensemble du territoire, dans les différentes régions qui ont été touchées, vous avez pu faire un bilan? Oui, je dirais que nous avons pu faire un bilan. Et pour ce qui concerne les régions touchées, je dirais que nous avons 6 régions touchées par les inondations. C'est la région du centre, la région du centre-ouest, la région du centre-nord, la région de l'Est, la région de la boucle du Mouhoun et la région du Sahel. Et au total, nous avons plus de 20 000 personnes qui ont été touchées par ces inondations, qui ont été sinistrées. Alors, quelles sont les mesures que le gouvernement a prises à l'heure actuelle pour soutenir ces personnes sinistrées? Avant de répondre à cette question, je dirais pour ce qui concerne les personnes décédées, nous avons au total 15 sur toute l'étendue du territoire, sur les 6 régions. Nous avons 15 personnes décédées malheureusement. Et pour les mesures prises pour faire face à cette situation, je dirais que le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, en abrégé SP-CONASUR, et qui malheureusement n'est pas très bien connu de tous les Burkinabés, du grand public, ce qui nous a amené à faire le 22 juillet dernier les journées portes ouvertes sur le secrétariat permanent du CONASUR pour mieux faire connaître le CONASUR. Donc le CONASUR, c'est donc l'outil du gouvernement pour prévenir et prendre en charge les situations
de catastrophes et de crises au Burkina Faso. Et donc, à travers le CONASUR et ses démembrements, et le CONASUR, c'est au niveau national, nous avons les CORESUR au niveau régional, les CODESUR au niveau départemental, mais avant, nous avons aussi les COPROSUR au niveau provincial. Donc, à travers le CONASUR et ses départements, le gouvernement, l'État burkinabé a apporté un appui à toutes les personnes sinistrées. Et je dirais que comment fonctionne le CONASUR et ses démembrements? Dans un premier temps, il y a une évaluation qui est faite de la situation. Cela permet de savoir combien de personnes ont été touchées et aussi d'apprécier l'état des dégâts. Et dans un second temps, nous apportons donc l'aide soit en vivre ou en non-vivre aux populations. Les personnes sinistrées sont relogées dans les écoles, s'il y a des écoles à proximité, ou dans des habitats faits à partir des tentes que le CONASUR offre. Nous avons donc des maisons familiales sous tentes qui sont confectionnées et donc toutes les personnes sinistrées bénéficient donc d'aide en vivre et en non-vivre. En non-vivre, nous avons les nattes, les bouilloires, les plats, les gobelets, les moustiquaires. Et en vivre, nous avons donc le riz, le maïs, semoule de maïs. Et nous avons aussi l'huile, les sardines et autres. Donc, alors, voilà. Donc pour ces inondations précisément, c'est ce qui a été fait. Qu'est-ce que vous avez donné concrètement aux sinistrés et est-ce qu'on peut chiffrer le don qui a été fait? C'est ce qui a été fait. Les sinistrés ont bénéficié de vivres en termes de maïs, de riz, de semoule de maïs. Ils ont bénéficié aussi de denrées alimentaires telles que l'huile, les sardines, les biscuits et autres. Et également les moustiquaires, parce que nous sommes en période hivernale avec beaucoup de moustiques. Et nous avons, tout cela peut se chiffrer sur toute l'étendue du territoire à 450 millions de francs CFA. Mais pour ce qui concerne la ville de Ouagadougou, c'est 56 millions de francs CFA. Mais il faut dire que de toute la population touchée par les inondations, la seule région du centre a 55% de population touchée parmi les populations sinistrées. Donc voilà de façon concrète ce qui a été fait. Mais au-delà de ça, il y a l'évaluation qui continue. D'accord. Parce que cette évaluation continue pour affiner donc les données, parce que peut-être qu'au moment du passage de l'équipe, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu être prises. Voilà. Et là maintenant, on fait la part entre le nombre de femmes, le nombre d'hommes, le nombre d'enfants qui sont en situation de sinistre. D'accord. Alors il y a une situation qui se présente actuellement, qui fait l'actualité. C'est le cas des personnes âgées qui sont logées à côté du barrage de Tanguin, à Ouagadougou, dans le centre d'El-Ouendé. Un centre a été construit pour ces personnes âgées, mais qui ne veulent pas rejoindre ce centre alors qu'elles sont installées dans une zone inondable. Alors, face à cette situation, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Ok, c'est vrai que le centre d'El-Ouendé est dans la zone rouge, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il y a des zones inondables qui ont été délimitées pour que les populations ne s'y installent pas. Bon, malheureusement, le centre d'El-Ouendé a fait l'objet d'inondations et suite à cette inondation, nos services ont reçu l'appel des responsables du centre nous disant que nos mamans qui sont dans le centre souhaitaient regagner le nouveau site qui est à Sakoula, à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou. Bon, mais malheureusement, certaines voulaient y aller, d'autres pas. Nous n'avons pas voulu les y obliger d'une certaine manière, mais plutôt travailler à les sensibiliser pour qu'elles puissent voir les risques qu'elles encourent de rester sur le site. Mais Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment la volonté de certaines mamans de rejoindre le site, puisque même aujourd'hui, le responsable le directeur
de l'administration et des finances me disait qu'il avait échangé avec la responsable du centre qui voulait voir dans quelle mesure elle pouvait regagner le site. Donc on peut peut-être espérer que le déplacement de ces mamans sera fait dans les prochains mois, si on peut le dire, ou les prochaines semaines. Dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Voilà. D'accord. Merci à vous, Madame la ministre, pour toutes ces informations. Donc, je rappelle que nous recevions sur ce plateau la ministre en charge de la famille et de l'action sociale pour parler donc des mesures prises par le gouvernement pour faire face aux personnes qui ont été sinistrées lors des inondations qui ont touché la ville de Ouagadougou et vous l'avez entendu, et 6 autres régions du Burkina. La suite du journal, les conseillers de l'UPC et du CDP de Saponé crient à la trahison. Selon eux, un accord avait été passé avec les conseillers du MPP pour le partage des postes au sein du conseil municipal. Un accord non respecté par les conseillers de la majorité. Les conseillers de l'opposition ont, au cours d'une conférence de presse, menacé de ne pas siéger au conseil municipal. Des détails avec David Bambala et Maïmouna Traoré. Des conseillers municipaux de l'UPC et du CDP face à la presse. Ceux-ci devraient en principe participer à une formation initiée par le maire nouvellement élu, mais ils ont décidé de s'absenter. Et ils menacent de boycotter les sessions du conseil municipal. On était convenu que, une fois que le maire sortira, eh bien, sortons nous concerter pour maintenant organiser le reste. C'est ce qui n'a pas été fait. Je ne vous ai pas dit qu'on nous avait donné tel poste et qu'on n'a pas eu. Pour nous, ça c'est un accord suffisant et fondamental qui a été violé. Sur les 9 membres élus, seul un réside sur le territoire communal et là aussi à 20 km de la mairie, explique Jenabo Tendrebego. Mécontents, des manifestants perturbent la cérémonie d'installation du maire et exigent la recomposition du bureau. Pour Quilga Ninkiema, seul le maire élu peut débloquer la situation. Ces solutions existent. Vous savez bien que même si tout le conseil municipal avait démissionné, eh bien dans les 90 jours, on aurait refait des élections. Vous savez que si un maire démissionne, dans la semaine qui suit, on trouve la solution. Vous savez que si des membres élus du bureau démissionnent, dans la semaine, on trouve la solution. Non, c'est à ces solutions légales que nous pensons. L'avenir de Saponé nous préoccupe, relèvent ces conseillers municipaux de Saponé. Ils disent alors être ouverts à toute recherche de solutions. Le ministre en charge de la justice s'est rendu vendredi dernier à la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso. René Bagoro est allé s'enquérir des conditions de détention et échanger avec le personnel pénitentiaire des conditions de travail. Karim Ilboudo et Amadou Lougué. Le chef du département en charge de la justice en visite à la Macébé, la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso. L'infirmerie de la maison d'arrêt, les bureaux du personnel de l'administration pénitentiaire, les bâtiments de détention pour les adultes, les femmes et les mineurs. René Bagoro est venu s'imprégner des conditions de travail des uns et d'incarcération des autres. Au niveau des détenus, c'est un problème de surpopulation. Nous sommes à plus de 300% de taux d'occupation. Problème de vétusté des locaux. Parce que la grande détention qui a été construite depuis 1947, que nous occupons, donc vous voyez, depuis le temps colonial. Le Pacte national pour le renouveau de la justice fait de l'humanisation des prisons un des axes fondateurs. Et pour permettre à mes services techniques, à moi-même, de mettre en œuvre cet axe, il nous faut toucher du doigt les réalités qui vivent les maisons d'arrêt et de correction. Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique est allé également rencontrer les travailleurs de la direction régionale en charge de la promotion des droits humains des Hauts-Bassins. Vous savez que le personnel des droits humains qui veut travailler regrette de n'avoir pas des activités. Nous les avons rassurés que nous avons tout mis en œuvre et que d'ici là, ils seront sollicités pour participer à la lutte contre l'incivisme. C'est sa première fois depuis sa prise de fonction à la tête du département de la justice que René Bagoro visite la Macébé et la direction régionale des droits humains de la région des Hauts-Bassins.
Le ministère en charge de la communication veut une relecture des textes régissant la subvention de l'État à la presse privée. Les patrons de presse privée et les responsables du département sont réunis à Koudougou pour réfléchir sur le sujet. Yacouba Gamene, Maxime Zongo. Afin de lui permettre de réaliser ses projets de développement et contribuer ainsi à l'enracinement de la démocratie dans notre pays, l'État burkinabé accorde depuis 1997 une subvention sous forme d'aide à la presse privée. D'une cinquantaine de millions à ses débuts, la somme a été portée à 400 millions de francs CFA. Pour un meilleur encadrement de cette subvention, il a été recommandé une relecture des textes. La Cour des comptes, lorsqu'elle a audité donc la Direction générale des médias, s'est rendu compte que nous avions 3 textes qui régissaient cette subvention-là. Entre autres recommandations, la Cour des comptes nous a demandé d'uniformiser ces textes-là. Donc nous avons profité de cet atelier-là pour prendre en compte ce désidérata de la Cour des comptes, mais également prendre en compte d'autres observations faites par la Cour. Le deuxième aspect qui est important, c'est que jusqu'à présent, la presse en ligne n'était pas concernée par la subvention. Au nombre des acteurs qui prennent part à cette concertation, la presse en ligne qui occupe de plus en plus une place de choix dans le paysage médiatique. Nous avons une vingtaine de sites plus ou moins professionnels dont les audiences vont parfois de près de 50 000 ou plus ou un peu moins, ce qui fait que c'est quand même un secteur essentiel, un dispositif essentiel dans l'information des populations. Il était, à mon avis, un peu dommage que cette presse-là ne soit pas prise en compte dans la subvention de l'État. Des textes qui renferment des éléments de consensus et surtout qui assurent une pérennité à la subvention, voilà ce qui est attendu de la concertation de Koudougou. L'ONG WaterAid évalue les résultats atteints à travers l'exécution de son projet dénommé Sanibakou. La deuxième session du comité national de suivi de ce projet s'est tenue le 22 juillet dernier à Boromo. Des détails avec Assami Kaboré, Aïcha Dianda et Paul Savadogo. Augmenter l'accès à l'assainissement des populations vivant en milieu rural afin de réduire le taux de défécation à l'air libre et la prévalence des maladies liées à ces phénomènes, c'est l'objectif assigné au projet Sanibakou de WaterAid. D'une durée de 44 mois, ce projet intervient dans 14 communes rurales, des balais dans la boucle du Mouhoun et du Koulpélogo dans le centre-est. À mi-parcours, ce que nous pouvons dire, c'est qu'actuellement, au niveau donc des 14 communes, le projet est en cours et les actions de promotion d'assainissement, les opérateurs locaux sont en place. Et par rapport à la réalisation proprement dit des ouvrages, à l'étape actuelle, nous sommes à 12 227 latines réalisées, ce qui représente environ 54% des réalisations. Cette deuxième session du comité de suivi du projet Sanibakou vise entre autres à informer les nouveaux maires sur les exigences contractuelles du projet et échanger sur la contribution des différents co-demandeurs. Le projet a énormément contribué à la promotion de l'assainissement et de l'hygiène dans la plupart des communes d'intervention de notre province. On se rend compte que les comportements sont en train de changer. C'est vrai pour l'instant, on n'est pas à 100% de la fin de la défécation à l'air libre, mais il faut qu'on se rende compte qu'il y a déjà, en tout cas, une base qui est là. Cette session permettra aux 14 nouveaux maires des communes concernées et autres participants d'avoir une vision globale du projet. Sanibakou est à sa deuxième année d'exécution et devrait prendre fin en 2017. Les dossiers pendants à la justice militaire et l'hommage rendu aux victimes du crash de l'avion d'Air Algérie sont les principaux sujets au menu des quotidiens du jour. La revue de presse, c'est avec Aimé Solange Guigman. Devoir de mémoire pour les victimes du crash de l'avion d'Air Algérie, les journaux du jour en parlent. 2 ans après, la douleur est toujours grande, note notre temps. Le gouvernement exprime sa compassion aux proches des victimes, indique le pays. Et ce, à travers un dépôt de gerbes de fleurs au cimetière de Gouguin par le Premier ministre, précise le quotidien. Les familles des victimes du crash fatal à 116 personnes le 24 juillet 2014 réclament la vérité, nous confie aujourd'hui au Faso. Elles appellent également les autorités maliennes à restituer les restes de leurs proches enterrés sans leur consentement dans un cimetière de Bamako afin qu'ils soient inhumés à Ouagadougou.
On lit également dans l'Observateur Palga que des résolutions seront prises en vue du combat de la justice pour les victimes du crash. Les parutions du jour nous apprennent également que les dossiers Sankara et Pouts du 16 septembre seront jugés avant la fin de l'année 2016. Foi du journal Aujourd'hui au Faso. Le commissaire du gouvernement précise dans le pays que la mise en liberté provisoire dont ont bénéficié 27 personnes sur les 77 interpellées dans le cadre du coup d'État ne signifie pas un non-lieu, encore moins un acquittement ou encore une relaxe ou un blanchiment. Quant au dossier Sankara, explique l'observateur Palga, de nouveaux échantillons ont été expédiés en Espagne pour la reprise des tests ADN. Le journal rappelle que lors du premier test, il n'avait pas été possible de détecter des traces d'ADN sur les restes du corps des suppliciés du 15 octobre 1987. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la RTB.